Lorsqu'elle était jeune, elle voulait être écuyère. Par la suite, elle a enfourché des motos. Depuis, elle chante. Mais il y a eu une interruption qui, bien entendu, fait poser beaucoup de questions parce que elle est née à la chanson une première fois en 1967. Autour du berceau, il y avait de beaux parrains, Bruno Cocatrix, qui lui a offert sa première guitare, qui est toujours là, paraît-il. Il y a eu aussi Félix Leclerc, le Québécois. Et puis il y a eu Charles Aznavour, et puis certainement d'autres. Qu'ont-ils apporté à Béa Tristan? Bonjour Béa Tristan. Bonjour. Tous ces parrains m'ont apporté, je crois, le sens de la rigueur, le sens du devoir vis-à-vis d'un public, vis-à-vis d'un métier, le respect pour ce métier. Je dirais que c'est tout de suite la première chose qui me vient à l'esprit. Parce que l'envie de... On va dire, bah oui, mais il y a quand même l'envie de chanter, etc. Bah oui, mais forcément qu'il a envie de chanter, donc on ne va pas parler de ça. On va parler de ce qui a été apporté, et ce qui a été apporté, c'est justement cette énorme discipline, cette immense rigueur et cet immense respect des autres, une fois qu'on a acquis cette chose qu'on n'a pas demandé à avoir, peut-être, des fois. Il y a eu 33 tours. On va dire 33 tours et puis s'en va. Alors il y a eu 1968, La vague qui divague. Il y a eu en 70 au prochain printemps. Et puis après, pour des histoires de concession, vous avez fait un renoncement, une rupture. Que s'est-il passé? Alors, je ne veux pas jouer les personnes secrètes, mais il y a des choses de ma vie qui sont effectivement des choses très très confidentielles. Et c'était pas forcément un arrêt choisi. Et pourtant, rétrospectivement, quand je regarde ce qui a été fait, la façon dont ça a été fait, je pense que c'était déjà inscrit dans mon inconscient. Alors, bon, je suis pas très claire hein, là, mais je vais démontrer. Il y a eu 2,30 cm, donc effectivement. Et le dernier titre du dernier, 30 cm, c'est Port-Royal des Champs. Et Port-Royal des Champs, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui rentre au couvent. C'était François Robert qui faisait les orchestrations derrière. Donc il avait fait quelque chose de très classique. Encore un beau parrain. Ah oui, bah oui, François Robert, l'orchestrateur de Jacques Brel. Hein. Bon, Jacques aussi, je l'ai rencontré. Là aussi, la rigueur et la vérité. Rigueur et vérité. Hein. C'est, voilà, on triche pas, on ne peut pas... voilà. Et ce dernier titre se termine par cette chanson. J'avais envie de vivre. C'est la jeune fille du XVIIIe siècle qui dit bah voilà, il y a mon frère qui est avocat, ma sœur qui a épousé le marquis, voilà, et moi je rentre au couvent puisqu'il fallait, c'était comme ça. Et dans cette chanson, il y a l'idée du renoncement. Je m'en vais, les portes vont se refermer. Renoncer, c'est choisir. Oui, mais je pense que des choses que je n'avais pas choisies ont fait que j'ai donné ce message, peut-être. Alors vous êtes parti pendant un certain temps vivre votre vie en dehors de toutes les projecteurs, les salles de concert. Et puis 2006, coucou, me revoilà. Me revoilà. En 2007, un CD, technologie nouvelle oblige, Les Palissades. Et les palissandres, pardon. Oui, non, j'ai écrit trop vite. Et en 2011, donc cette année, Monsieur Mécano. Oui. 2 CD autoproduits. Oui. Vous n'avez pas pu renouer avec les anciennes connaissances d'autrefois ou c'est un choix, l'autoproduction? Non, c'est un choix. Premièrement, c'est un choix. Et même si j'avais voulu, parce que j'y ai pensé, le métier a considérablement évolué. Il faut bien voir que entre 1970, le moment où je suis partie, enfin 71 on va dire, juin 71, et le moment où je réapparais, tout a changé dans ce métier. Il y a une femme qui s'appelle Marie-Françoise Balavoine qui a dit mais le métier, il n'y en a plus de métier. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a plus, je dis simplement qu'il est remplacé par autre chose. Un nouveau métier. Un nouveau métier. Je pense que, d'autre part, dans mon cas, à moi, j'avais une dette à payer envers 2 personnes, qui étaient une personne très privée de ma vie, qui est ma mère, et l'autre qui est Cocatrix, Bruno Cocatrix, donc.
J'ai toujours dit ce sont mes deux mécènes. Cocatrix parce qu'il m'a tout appris au niveau du métier, parce que j'ai eu accès à l'école de music hall en 67, 68, 69, gratuitement, et que j'ai tout appris, que tout vient de là. Et vous l'avez déçu quand vous êtes parti en 71 ? Alors je pense, j'ai fait une réapparition en 76, très précise, où j'ai dit de nouveau quelque chose qui n'était pas innocent. J'ai fait le grand échiquier à ce moment-là. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai revu Bruno. Et Bruno m'a dit, tu sais, moi je l'ai toujours dit, tu es faite pour ça. Et moi je savais que j'allais de nouveau m'arrêter, que je venais poser quelque chose et que j'allais repartir. Je sais que c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et j'ai su que la chose n'était pas terminée. Que de toute façon, c'était un travail en attente, que j'avais des choses à vivre et qu'ensuite je viendrais sans doute les raconter. Ce qui a été le déclencheur, c'est la mort de ma mère, c'est certain. Peu de temps avant de mourir, elle me dit « mais je ne comprends pas pourquoi tu t'es arrêtée de chanter ». Elle ne m'en avait jamais parlé, elle ne m'avait jamais posé la question. Et ce jour-là, je lui ai dit en plaisantant « mais non, mais tu sais, je chante quand même à la maison, tu sais ». Et puis voilà, les enfants, on a enregistré, on a fait un petit machin sur l'ordinateur d'un copain, des enfants, et voilà, je lui fais entendre. Et je la regardais pas, et quand je me retourne, ma mère était en larmes et m'a dit « Béa, c'est criminel là, ce que tu fais ». Et ma mère est morte moins d'un mois après. Et j'ai hérité de ma mère. J'aurais pu ne pas hériter, elle aurait pu ne rien avoir du tout, mais enfin bon, il se trouve que j'ai hérité légèrement et que je me suis dit, cette somme, je lui dois. Je vais pas aller visiter les pyramides, c'est pas un truc qui m'intéresse d'ailleurs. Mais j'aurais pu aller voir quelque chose, je sais pas, moi, aller au Vietnam, faire un voyage. Et je me suis dit, cette fois-ci, non, là j'ai quelque chose à régler. D'accord. Très très ancien. Comme une dette ? C'est une dette. C'est une dette. C'était une dette. Et j'ai écrit toutes les choses qu'il y a dans les palissandres, sont des choses qui ont été écrites entre le moment de sa mort, 2003, et 2006. Qu'y a-t-il de changé dans vos chansons ? Entre l'époque 70, on va tout doucement la quitter pour pas toujours vous faire ressasser ce genre de choses. Ça fait partie du truc. Donc, si j'ai bien entendu, pendant ces 30 années, vous avez continué à garder une oreille attentive aux notes de musique, un regard attentif aux mots. Vous avez composé encore un petit peu ? Non, pas du tout. Non. Mais mentalement, on va dire mentalement. Mentalement, j'enregistrais les événements qui me paraissaient importants. Et je savais qu'un jour viendrait le moment où j'aurais les mots, à mon idée à moi, les mots qui me convenaient pour mettre sur ces événements. Alors ce qui a changé, juste pour répondre à la question que vous me posiez, ce qui a changé entre ce qui était écrit dans les années 70, c'est fondamental, c'est la vie telle qu'une jeune fille pouvait éventuellement l'envisager. Et là, les palissandres, c'est le regard en arrière. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cette jeune fille de 70 ? Tu as eu raison de me faire partir ? Je lui dirais, premièrement, merci beaucoup, mademoiselle, parce que les premières personnes qui ont acheté le CD Les Palissandres sont des gens qui ont dit, vous savez, je vous écoutais, j'ai les mauvaises manières et j'ai au prochain printemps, voilà. Donc merci mademoiselle d'avoir, si jeune, comme ça, dit des choses un peu énormes, des fois. Je reprendrai peut-être des chansons en disant mademoiselle, comment vous avez pu deviner que dans la vie le quotidien pouvait nous défoncer véritablement. La chanson Il se passait rien, j'ai écouté ça il n'y a pas très longtemps et j'ai été étonnée de cette vision. Donc je dirais mademoiselle, mais je m'entendrai bien avec elle. Je suis pas en guerre contre cette jeune fille. Cette Béa Tristan, Béa c'est Béatrix, c'est votre vrai Oui. prénom. Et Tristan, je me suis posé la question, c'est un hommage à Flora Tristan, la première féministe, la grand-mère de Paul Gauguin ? Non, pas du tout. Non. Mais ça pourrait, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est quand ma mère m'attendait, je suis la première enfant, mes parents ont hésité entre deux prénoms. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Et donc, ils avaient dit, si on a une fille, on l'appellera Béatrix, et si on a un garçon, on l'appellera Tristan. D'accord. Et ma mère m'a dit, pendant 9 mois, on disait, est-ce que c'est une petite Béatrix ? Est-ce que c'est un petit Tristan ? Et ça m'a beaucoup frappée d'avoir été, pendant 9 mois, ni l'une ni l'autre, et les deux. Et comme il y a une possibilité de contraction entre Béatrix et Tristan, je le renie pas non plus. Je trouve que j'ai quand même failli être un Tristan.
Donc vous l'êtes d'une certaine façon, D'une mais certaine sur scène. Lorsque vous êtes sur scène, c'est la personne entière ou c'est une partie de la personne? Justement, vous choisissez un nom de combat, de scène. On va dire qu'il y a la personne professionnelle qui est toute cette chose que ces maîtres vraiment m'ont inculquée. Parmi les maîtres, il y avait notamment le prof de chant de l'école de music hall qui s'appelait Roland Berger et qui disait il faut sortir de vous-même. Et il disait voilà, tant que vous n'êtes pas sorti de vous-même, c'est pas la peine, changez de métier. Donc ça, il fallait donner. Et ça, c'est la partie professionnelle. Donc là, je donne. Je le fais pas toujours de la même manière. Il y a des jours, j'ai l'impression que c'est mieux que d'autres. D'autres fois où je me dis merde, là vraiment, c'était pas ça. Mais c'est donner. Et ça, c'est donner en contrôlant. Parce que sinon, on devient hystérique. On dit, elle est bien, la petite dame, là, mais pourquoi? Donc c'est donner. Et là, c'est entier. Là, si je donne, c'est entier. Contrôler, effectivement, par le métier que j'ai appris à donner en contrôlant. Je pense que ça ressemble effectivement à du combat, peut-être, hein, un judoka, où, oui, il faut qu'il donne complètement, là, il n'y a pas de doute, il ne peut pas donner à moitié, mais il faut aussi qu'il se contrôle. Je pense qu'il y a des règles, enfin, je sais pas, je ne connais pas le judo, mais je pense qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Dans votre idée, il faut convaincre le public ou le vaincre? Je pense plus que c'est un combat avec moi-même. Je donne, et en contrôlant ce que je donne. Là, c'est le combat avec moi-même. Le public, moi, j'ai une seule audace, c'est de le faire rêver. Je veux dire, je veux l'emmener. Je dis toujours, c'est comme, avant d'entrer en scène, je dis, c'est un petit peu comme si j'étais pilote d'avion. Il y a les passagers qui montent, je dois décoller correctement, et je dois emmener tout le monde, et on doit atterrir correctement au bout du compte. Et avec vous, il y a l'équipage, il y a vos deux magnifiques, c'est ainsi que vous appelez vos deux musiciens. Ah ils sont magnifiques. Oui, alors, pourquoi magnifiques? Parce que ce sont les personnes... là, actuellement, on travaille en duo. Hein, je reviens toujours à cette formule quand on travaille en duo, la contrebasse et la guitare. Sinon, on est donc guitare acoustique pour moi, contrebasse et guitare électrique. Je dis magnifique parce que moi, j'amène, en gros, si vous voulez, l'édifice, les pierres, l'architecture, les grandes salles. Et les musiciens, ils sont là, ils arrivent, et d'un seul coup... Même si l'édifice a sa grandeur, il a son truc à lui, ses proportions, son harmonie. Eux, ils amènent tout d'un coup les lustres. Ils amènent les rideaux. Alors on peut le nommer, le contrebassiste, qui sera ce soir ici à Véricelle. Alors, voilà, oui, le contrebassiste, c'est Benoît Boulian. Il arrive du Québec. Il est en France depuis quelque temps déjà, mais il arrive du Québec et il amène sa dimension à lui aussi. Il amène sa dimension, comme je dis, de rêve. C'est-à-dire que je pense que dans sa façon de jouer, c'est mon point de vue, excuse-moi Benoît, je parle à ta place. Il n'est pas bien loin. Il n'est pas bien loin, il entend ce que je dis. Et je trouve qu'il amène d'abord sa culture outre-Atlantique. Il amène dans sa façon de jouer sa notion des grands espaces, parce que quoi qu'on dise, c'est l'univers dans lequel on vit, l'univers géographique, qui nous forge, qui nous donne nos façons de penser, nos visions. J'ai traversé votre région, et je pense qu'on doit voir la vie, penser la vie, et concevoir les choses d'une manière très particulière à votre région. Alors, les notions de paysage, de fuite, de retour. J'ai regardé un peu tous les textes qui parlaient de vous sur Internet et j'ai trouvé une liste de mots qui revenaient souvent. Paysage qui défile, de passage, fuite, retour, poussière, route, Harley, moto, les mots et les motos. Oui, on peut dire ça, les mots et les motos. Paysage qui défile, j'aime le mouvement. J'aime à la fois le côté foyer, il y a le Havre, l'endroit où on revient toujours, la famille, le foyer, mais avec mes parents, j'ai appris à aimer finalement les foyers différents, dans des endroits, mon père travaillait une fois dans un endroit, dans un autre, il était ingénieur agronome, il a commencé à Madagascar, après il a fait des tas d'endroits, et on déménageait, et mes parents privilégiaient les maisons avec des espaces et des espaces autour très grands, dans des paysages. On n'habitait jamais dans un village, alors vous imaginez, aller à l'école, c'est toujours une vraie galère, mais c'était des gens comme ça et ils privilégiaient cet espace par rapport au confort, par exemple. À la fois, vous aimez les voyages, les grands espaces,
Il y a le Canada, on va y revenir aussi, c'est pas innocent. Enfin, je ne sais pas, je me bien pose sûr, des questions. oui. Il y a Félix Leclerc, il y a votre musicien canadien, et votre frère est devenu aussi canadien. Oui, voilà, oui, Donc il y a oui, quelque oui. chose de particulier avec le Canada. Pour mon frère, c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. Il a transporté son entreprise au Canada un jour, et là maintenant, il va la mettre aux États-Unis. Il m'a dit, moi, ma vie, elle est là-bas. Depuis toujours. Vraiment, depuis toujours. Il a dit, ma vie, c'est là-bas. Vous êtes proche de lui, enfin je veux dire Oui, en tant oui, que on est frère et deux sœur. enfants Oui. et on est très proches, ça Ouais. c'est vrai. J'ai eu aussi un parrain qui avait fait le débarquement. Alors je suis pas née en 44, mais c'est quelqu'un qui a gardé, c'est un jeune qui avait gardé des contacts très oui. étroits avec mes grands-parents et ma mère, qui était une toute jeune fille, vraiment, mais qui parlait anglais couramment. Donc quand les Américains ont débarqué en 44, pas loin de là où habitaient mes grands-parents, on savait qu'il y avait une jeune fille qui parlait anglais. Donc beaucoup de jeunes GI sont venus chez mes grands-parents. Et il y a eu donc cet aspect Amérique qui m'a toujours fait rêver. Quand j'ai eu 7 ans, mon parrain m'a envoyé la gourmette la militaire avec laquelle il a sauté dans l'eau à Omaha, quoi, vraiment. Oui. Et c'est très lourd, hein, tout ça. C'est quand même, enfin, lourd et en même temps lumineux. Hein. Puis moi, étant petite, alors je recevais des petits vêtements. Je suis Oui. très fière de ça. Moi, j'ai eu des petites salopettes en jean quand j'avais 2 ans. Donc cette espèce d'appel de plein de pays différents avec Du large. du large. Notre père qui lui s'occupait d'agronomie, il était ingénieur agronome, alors lui il nous parlait de la sauvegarde des arbres. Je vous parle de ça, moi quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, on disait mais le métier de notre père c'est de compter les arbres, d'où la chanson, je dis il comptait, en ce temps-là mon père comptait les palissandres. À Madagascar, on disait notre père il a un métier quand même curieux, il compte les arbres, enfin ça nous paraissait... Votre enfance et votre famille est comme un pays pour vous, oui. le village natal. Oui, c'est marrant, personne ne me l'a jamais dit, mais je pense que oui, c'est ça. Oui. Oui, on peut dire qu'on transportait tous nos paysages et même là où on était, il y avait encore, par les évocations de ce que mon père avait fait dans la journée, par les évocations de la famille qui était loin, parce qu'on vient d'une famille qui a toujours beaucoup voyagé, donc les grands-parents, il y en avait qui étaient en Italie, enfin, c'est un vrai melting pot. Est-ce qu'il faut avoir justement un passé, une famille, une histoire familiale pour avoir ensuite envie de dire des choses dans les chansons? Alors ça, je pense pas du tout. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui, apparemment, n'ont pas d'histoire. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui, dans leur boîte crânienne, ont beaucoup, beaucoup plus large que la Terre, que le globe terrestre. Alors ça me paraît mais une évidence. Il y a des gens qui n'ont pas d'histoire, mais qui ont véritablement l'univers. Après, le passage à l'acte consistant à décrire cet univers, à le transformer, à le sublimer, c'est une autre chose. C'est ce qui va faire que quelqu'un va effectivement écrire, comme vous dites. Et là, on va voir que la personne qui apparemment n'a pas d'histoire est capable tout d'un coup d'ouvrir des portes sur des univers énormes, énormes. De même qu'il y a des gens qui ont des histoires fantastiques, extraordinaires, qui voyagent et qui n'en feront jamais rien. Dans vos chansons, vous avez repris des histoires des autres que vous avez accommodées. Oui, bien sûr. Monsieur Mécano, c'est très proche ou ce n'est pas proche? Monsieur Mécano, c'est extrêmement proche. Extrêmement proche. Moi, quand on parle de mon frère, c'est une affaire de bagnole qu'il a. Donc, les voitures, ça fait partie de l'univers. Et j'ai toujours été fascinée par les moteurs, les bruits de moteurs, parce qu'il y a véritablement une rythmique. C'est comme il y a une rythmique, un moteur. Ouais. Si vous l'écoutez, vous écoutez un moteur tourner, c'est fantastique. Même la de chevaux? Ah mais oui, oui, un tracteur. Ouais. Un tracteur, on parle de ça. Donc la mécanique, c'est quelque chose qui me fascine, parce qu'il y a véritablement une rythmique. Mon père, il avait en brousse, il avait une Harley Davidson, les modèles que l'armée américaine avait vendus au gouvernement français. Donc c'était les WLA, enfin les trucs kaki, et c'était fantastique, parce qu'une Harley, c'est un vrai batteur avec une arythmie fantastique. Un moteur de Harley, ça fait tout.
c'est extraordinaire, quoi. C'est déjà une batterie. Et puis, les moteurs, c'est quelque chose qui vous permet de partir, d'aller loin. Donc, pour moi, c'est... voilà, il y a une fascination là-dedans. Il y a l'odeur hein, aussi des moteurs. Bon, ceci étant dit, je reste quand même une dame. Hein, Vous aimez la couture, paraît-il. Les palissandres. Votre père, Monsieur Mécano, votre frère. Oui, et puis un peu moi, parce que c'est vrai que j'ai cette fascination des voitures, que je me dis, une fois que si je raccroche Béatristan, que je me dis, bon, bah maintenant, ça y est, il faut que j'arrête, parce que la voie est plus sûre, je veux m'arrêter avant. Moi, je trouve que c'est comme un sport, et il faut s'arrêter avant de faillir, quoi. Et j'ai déjà prévu à quoi j'allais m'occuper. Certains disent que Charles Aznavour devrait s'arrêter, sa voix n'est plus là. C'est très difficile pour moi d'en juger, mais si je peux me permettre, par rapport à mon âge, on va le dire, d'émettre une opinion. Ouais. Hein. J'aurais 30 ans, je ne me permettrais pas, parce qu'on dirait, bon, attendez, c'est quoi cette jeune fille là, qui se permet de juger des dames respectables ? Bon, maintenant, au mien d'âge, je me le permets, parce que j'ai 60 piges et que j'en ai plus rien à foutre, que, bon, oui, je monte sur une moto, et alors, où est le problème ? Ça fait 40 ans que j'ai le permis, bon, voilà, oui, je conduis les bagnoles, je m'intéresse aux bagnoles, je m'intéresse à plein de trucs. Devoir s'arrêter, je pense que quand on ne chante plus juste, si on a des oublis de paroles, si véritablement on ne peut plus faire son métier, il faut s'arrêter. Parce que j'en reviens au problème de la mécanique, toujours pareil. Vous imaginez monter dans un avion avec un pilote que vous voyez à l'entrée, et vous vous dites, le gars, là, sa vue est plus très sûre, il entend plus très bien, la tour de contrôle va lui répéter 4 fois le truc avant qu'il comprenne. Sa mémoire est défaillante, il risque de prendre le manche à balai dans l'autre sens, enfin, vous voyez... Donc, c'est pas possible, quoi. Alors là, c'est extrêmement dangereux, mais dans le cas de la chanson, non, je reviens au rêve, c'est dangereux dans le fait où le public n'a pas le rêve auquel il a le droit, en quelque sorte, que vous espérez lui donner. Alors, oui, mais là aussi, pour moi, je le conçois, c'est très personnel. Maintenant... Est-ce qu'un public est vraiment très ému en voyant son idole, que ce soit Charles Aznavour, n'importe qui, enfin, mais qui est un peu au bout d'une possibilité ? Si le public continue à rêver, à être ému et à... Bah oui, bon, pourquoi pas ? Même si ce n'est plus aussi performant qu'avant. Là, ce n'est plus la performance qu'on cherche. Le rêve n'est pas forcément dans cette histoire-là. Là, je pense que moi, j'aurais du mal. Ouais. J'ai admiré des gens vraiment profondément. J'ai eu la chance de voir... il y a 3 personnes, moi, qui m'ont tétanisé. C'est peut-être pas n'importe qui. C'est Piaf, parce que j'ai eu la chance de la voir. Elle était peut-être au bout du rouleau, mais il y avait une rigueur implacable. C'était époustouflant. Brel, j'ai vu son dernier spectacle. Donc là aussi, c'était quand même époustouflant, il n'y avait pas d'erreur. Et Hallyday, à l'époque où il avait la grande équipe, Tommy Brown, enfin tous ces gens-là, à l'époque de Noir c'est Noir, et où je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Hallyday a vraiment été, je me dis, il donne. Il ne se pose pas de questions, il arrive, il donne. Et je peux vous garantir que quand vous le voyez, il donne, et forcément, vous vous dites, bah là, voilà, là c'est énorme, c'est immense. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, et j'entends dire beaucoup de choses, et au bout du compte, j'irai pas voir. D'accord. Peut-être. Alors ça, c'est la parole de quelqu'un qui est revenu sur la scène. Donc, votre parole est lourde de sens. Oui. Vous voulez dire pour moi-même ? Ah, pour vous-même ? Ah, bah absolument. Pour vous-même ? Ah, mais absolument. Mais moi, j'ai un avantage sur beaucoup d'artistes, quand même. C'est que j'ai été capable, une fois, de partir... Comme on m'a dit, de partir dans l'ombre. Alors ça me fait rigoler, parce qu'on n'est pas dans l'ombre, faut arrêter. Hein. De partir dans l'ombre pendant 30 ans. Alors vous imaginez, j'ai 60 piges, donc 30 ans, ça fait 90 ans. Mais je vais pas repartir 30 ans. Je vais repartir même encore moins longtemps. Mais ça ne me pose pas de problème de partir si je sens la faille. Ça, c'est très clair. Et l'autre avantage que j'ai sur beaucoup d'artistes, c'est que je suis curieuse de beaucoup de choses, je me passionne, et que j'ai d'autres projets, et qui sont dans les bagnoles. Alors vous allez me dire, le jour où je ne pourrai plus conduire de bagnole. C'est vrai que j'y ai pas encore pensé, je le reconnais. Ça viendra après. Oui, mais ça, je reconnais que je n'ai pas encore prévu ce truc-là. Vous avez envisagé un jour d'écrire l'histoire de votre vie comme une biographie ?
Parce que le peu que j'ai entendu Oui. avec vous, Bah, il y a plein d'histoires. Oui, peut-être, parce que sur ce fameux silence, il y a certainement quelque chose à écrire, qui dépasse sans doute... oui, qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, oui, je pense que ça vaudrait la peine. Tiens, bah, du coup, ça me donne une idée. Après la bagnole là, de Mad Max, puisque c'est ça mon but, hein, je veux me faire la bagnole de Mad Max, enfin le genre, un genre comme ça, écrire. Mais il faudrait que j'ai encore une bonne vue. Oui, mais vous pouvez parler et quelqu'un vous écoute et raconte transcrit. l'histoire, On c'est aura vrai. peut-être même des machines, il suffira de parler, elles vont écrire toutes Oui, seules. bah, je pense que ça se fait maintenant. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire que vous n'avez pas eu l'occasion de dire, qui est important pour vous? Je ne l'ai jamais dit, mais je l'ai déclaré dans un article il n'y a pas longtemps, parce qu'on m'a posé quelques questions, puis on m'a donné du temps pour y réfléchir. Donc du coup, j'ai fait, on va dire, mon devoir, non, mais un petit peu comme un devoir de français qu'on faisait autrefois. Rendu la copie? Oui, mais en essayant, c'est une chance quand on a Oui. le temps de réfléchir du coup à des questions un petit peu de fond. C'est ce qu'on reproche aux médias. Hein, il faut toujours répondre vite et être pertinent dans l'immédiat. Je crois qu'il faut surtout être exact, au plus proche de ce qu'on veut exprimer. C'est un leitmotiv chez vous, ça. Pertinence. Oui. On revient à l'exactitude. Vous l'avez ressorti, cette idée, sous différentes formes, mais c'est Oui. une idée maîtresse qui vous Ouais, anime. pour qu'un moteur tourne, il faut pour que Voilà. tout tourne. La couture, c'est pareil. Hein. Oui. Là, je m'adresse aux femmes qui font de la couture. Il n'y en a pas une qui va me dire oh, non, on fait ce qu'on veut. Non, attendez, quand on fait une broderie, non, on fait pas n'importe quoi. Alors, ce que je voudrais dire, qui me paraît, mais peut-être c'est un message pour moi-même et pour tous ces gens qui font mon métier, et particulièrement les jeunes qui ont quelque chose à dire de profond et qui y croient. Je dis bien qui y croient. Alors ce que je veux leur dire, c'est que la première des qualités, c'est peut-être une certaine forme d'humilité. Parce que quand on a la chance, je parle beaucoup pour les auteurs-compositeurs, Oui. c'est une grâce qu'on a de pouvoir exprimer. Parce que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Et donc la première chose, c'est d'être humble par rapport à ça, parce que ça nous est donné comme un petit peu comme les yeux bleus. Vous voyez, vous avez des yeux bleus, hein, je Oui. crois voir. Bon, bah voilà, oui, moi j'aurais aimé avoir les yeux bleus, vous voyez. Voilà. Alors, ça nous est donné. Donc il y a une humilité par rapport à cette espèce de don de l'écriture. Donc l'humilité. Ensuite, il faut être très volontaire. Il faut une volonté avec cette humilité pour faire quelque chose, pour donner forme au métier. Mais ensuite, l'idée essentielle, c'est que il ne faut jamais, jamais oublier que artiste, pour dire ce mot, c'est un état lumineux avant d'être un métier. Et que la souffrance, elle ne vient que du besoin de reconnaissance. Ça, c'est vraiment, vraiment ce que je veux dire. Peut-être pas facile à appliquer, parce qu'on peut se sentir pas trop reconnu, mais franchement, c'est ça. Artiste, c'est un état lumineux. Et la souffrance, vient du besoin de reconnaissance. Vous l'avez senti chez Félix Leclerc? Bah, l'état lumineux, oui, parce que franchement, il avait quelque chose de très paisible et de distant quand même par rapport à... Maintenant, on avait un écart d'âge qui faisait qu'on n'est pas entré dans la confidence. Ce sont des choses, par exemple, cette définition, j'en ai parlé avec un artiste plus confidentiel, comme Jacques Bertin, voilà, pour lui dire... il ne devrait pas y avoir de souffrance. Mais pourtant, curieusement, le fait d'écrire s'accompagne du besoin de communiquer. Et une fois qu'on communique, qu'on a la chance de pouvoir communiquer ensuite, il y a cette espèce de besoin d'être reconnu. Et reconnu par qui? Alors là, il y a deux choses. Il y a le public, mais il y a aussi justement ces gens qui font le métier. Et il y a trop de souffrance parce qu'il y a une ignorance totale, un délaissement de la part des gens du métier, mais j'ai envie de dire, où est le problème? Ce soir, quand vous allez chanter ici à Véricelle, il y aura votre maman sur la scène, juste derrière vous? Il y a du monde derrière moi. J'ai mes fantômes. Mais ils ne sont pas en fait derrière moi. Ils sont aussi dans le public.
Ils sont partout. Et ce soir à Viricelle, je m'en réjouis, c'est un bonheur. On a fait une route magnifique pour venir jusqu'ici. Mais je le dis aux personnes qui viendront, c'est le gros porteur qui les attend. Et mon seul rêve, ma seule, franchement, ambition, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est qu'on puisse d'emmener tout le monde. Qu'on voyage tous ensemble et qu'on atterrisse tous ensemble. Bien, Tristan, je vous remercie de ce voyage à travers des mots, sans la musique. Mais nous serons là ce soir pour vous écouter, vous applaudir. Je peux rajouter peut-être quelque chose. Alors moi, je voudrais aussi remercier infiniment toutes les personnes qui permettent aux artistes de faire notre métier. Et il faut voir qu'actuellement, ce sont essentiellement des gens qui sont bénévoles, qui font ça en plus de leur boulot. Et moi, je peux vous dire que je suis totalement en admiration, c'est sincère, qu'on puisse être motivé pour aller écouter quelqu'un, pour se donner, ça prend du temps. Moi, j'ai vu les gens qui installaient les chaises, je vois le boulot que ça représente. Quand on a déjà un boulot et qu'ensuite on va faire ça, moi, je remercie profondément. Profondément. Je crois que je suis trop égoïste encore pour faire ça. Ben non, mais honnêtement, c'est magnifique, quoi. Le rêve n'a pas de prix. Ah. On va dire comme ça. Merci beaucoup et à ce soir. Oui, merci à vous infiniment.